Le 24 février prochain, cela fera un an que Vladimir Poutine a lancé son offensive sur l'Ukraine, un an que cette guerre secoue l'Europe, nous questionne sur notre propre sécurité énergétique et militaire. Ce soir, nous vous proposons une immersion dans ce pays qui vit en alerte permanente. Nous sommes allés à la rencontre des Ukrainiens qui ont décidé de faire front face à un ennemi impitoyable avec les soldats comme avec les civils. Regardez. De Paris, il nous aura fallu à peine une journée pour passer la frontière. L'Ukraine, un nom qui a brutalement envahi nos quotidiens depuis que les chars russes ont menacé sa capitale. Des combats acharnés sur cette autoroute qui semble aujourd'hui si paisible et dont les cicatrices sont pourtant toujours tellement visibles aux portes de Kiev. Vous réalisez que c'était il y a seulement un an ? C'est comme un jour très très long, un mois de février interminable. On a une blague entre nous, on dit que ce mois de février, il faut vraiment qu'il se termine. Cette page spéciale, nous avons voulu la commencer ici, à Boutcha, symbole de ces crimes de guerre qui ont fait basculer ce conflit dans une autre dimension. Dans ces rues, devenues aujourd'hui un vaste chantier de reconstruction, on sent combien les habitants sont pressés d'effacer les traces de l'occupation russe. Ils n'oublieront jamais, en revanche, ces dizaines de civils abattus froidement, certains les mains attachées dans le dos. Depuis un an, la justice ukrainienne a ouvert 66 000 enquêtes pour viol, meurtre et destruction. Mais pourra-t-on un jour identifier et juger les coupables ? La veille de la découverte de Boutcha, à la sortie de Kiev, notre confrère Michel Scott avait été l'un des tout premiers à révéler ces exécutions commises par les Russes. Il y est retourné avec Paul Bouffard et Antoine Pocry. Regardez. Une station-service à l'ouest de Kiev, tout ce qu'il y a de plus normal. Et pourtant... La vie a repris son cours. Ici, la station-service a été complètement réparée. Et plus aucune trace des massacres qui ont eu lieu sur cette portion d'autoroute n'est visible. Le 1er avril dernier, nous avions découvert des scènes d'horreur. Oh là là. Des carcasses de voitures calcinées. Des cadavres gisant sur le bitume. Tous des civils, délibérément pris pour cible. Leurs corps, pour beaucoup carbonisés, jonchent le sol. D'autres sont entassés, recouverts de pneus, sans doute dans une tentative d'y mettre le feu pour masquer le crime. Parmi les morts, 2 corps méconnaissables. Le premier racolé à l'extérieur de cette voiture. Dans cet état, impossible de l'identifier. L'autre, dans l'habitacle sur la banquette arrière. Plusieurs mois passeront avant de formellement pouvoir les identifier. Il s'agit de Maxime et Ksenia Yovenko. Le couple tentait de fuir les Russes avec leur fils Gordy, à l'époque âgé de 6 ans. Gordy a survécu, le voici. Désormais à l'abri chez sa grand-mère, qui se souvient comme si c'était hier de ce jour fatal. D'abord, ils ont tué Ksenia. Et ensuite, mon fils est sorti de la voiture pour les arrêter. Mais ils l'ont tué aussi. Nous sommes à 27 km de Kiev ce 7 mars, pas très loin de Boutcha, un secteur que les troupes russes ont envahi jusqu'à cette autoroute de l'Ouest. C'est à cet endroit qu'ils vont se mettre à tirer sur tous ceux qui circulent. Or, un drone ukrainien filme la scène, précisément au moment où Maxime et Ksenia s'approchent. Ces derniers n'ont pas vu les soldats près de ce char. Leur voiture, la blanche, à gauche de l'écran, est stoppée par des tirs. Maxime tente de faire cesser la fusillade, mais il est abattu de sang-froid, après avoir levé les bras, sans défense. Ils essayaient juste de rejoindre un endroit plus en sécurité. L'oncle de Maxime lui accuse. Les véhicules étaient siglés, dit-il, et indiquaient clairement que des enfants étaient à bord. Les Russes à l'affût le savaient très bien. Ici, il y avait leur poste de commandement. Là, les hommes dans les tranchées. Ils ont sciemment laissé s'approcher les civils et les ont pris au piège. Ces soldats, les voici, trouvant le petit Gordy, encore vivant sous le corps de sa mère, ainsi qu'une autre passagère,
Tous deux seront libérés plus tard. Quant à Ksenia, c'est son téléphone portable qui va permettre d'identifier les auteurs. Dans les jours qui suivent, ces derniers vont passer 300 appels en Russie. Le bureau du procureur général d'Ukraine va établir que cette unité appartient à la 5e brigade de la garde blindée, un régiment de chars basé en Sibérie et dont le responsable porte un nom, le major Taro Abatayev. Certains sont peut-être morts maintenant parmi ceux qui ont tué mon fils. Mais je veux que la justice aille jusqu'au bout. Maxime et Ksenia font partie des milliers de civils tués dans ce que le droit international qualifie de crimes de guerre et dont les coupables échappent trop souvent encore aux tribunaux. Désolé, je suis trop pressé. Il y a une alerte. Vous devez vous cacher dans un abri. Faut y aller, faut y aller. Vous n'avez pas peur? J'ai pas peur. Si je dois mourir, je meurs. À Kiev, depuis un an, les alertes aériennes ont retenti plus de 660 fois, 2 par jour en moyenne. Nous descendons au sous-sol de notre hôtel, rejoindre les salariés et quelques clients. Aucune panique, la procédure est rodée. Dans ce monde moderne, on peut même suivre le début et la fin des alertes à la minute près sur son téléphone. Combien de temps ça dure? Ça dépend. Si les Russes utilisent des missiles, ça peut être assez rapide. S'ils utilisent des drones, des attaques de drones, les fameux drones iraniens, là, ça peut prendre 3 heures pour tous les détruire. Fin de l'alerte, la vie reprend presque normalement, jusqu'à la prochaine fois. Anna, ça veut dire quoi vivre avec le stress permanent d'une alerte qui peut se déclencher à tout moment? Ça signifie un peu que chaque fois, c'est toi qui peux être le suivant. Et il faut le prendre comme, je sais pas, comme la règle du jeu, comme la réalité. Est-ce qu'on s'y habitue un peu? Certaines personnes nous disaient qu'elles ne les entendaient presque plus. Moi, personnellement, je m'habitue pas. Chaque fois, j'ai du stress. Est-ce que vous pensez que vous êtes capable de tenir encore longtemps? On n'a pas de choix. On n'a pas d'autre Ukraine, on n'a pas d'autre vie, on ne va pas vivre deuxième fois, on n'aura pas d'une nouvelle famille, donc on n'a pas de choix. Moi, personnellement, je trouve ma force dans la communication avec les autres, que je lis toujours des nouvelles, j'essaie de trouver les dernières actualités. Comme ça, j'essaie de, on peut mentir à mon cerveau, de dire que je contrôle la situation, même si c'est pas le cas. Et le fait d'entendre régulièrement parler de soldats qui meurent au front, ça doit être aussi difficile. Quand je vois un militaire, même s'il est en pleine forme, je vais pleurer tout de suite parce que même tout ce que je vais faire dans ma vie, je n'aurais pas faire assez pour lui payer pour ce qu'il fait aujourd'hui pour moi et ma famille. On voit les funérailles chaque semaine. La majorité des Ukrainiens disent que je vais pleurer après la victoire, que je ne peux pas me permettre de tomber dans le deuil aujourd'hui, qu'on va tous pleurer tout ça, vivre tout ça après la victoire. Viser les civils, les priver d'électricité, les empêcher de vivre, les empêcher de naître aussi. Danilo est l'un des rares bébés à avoir vu le jour cette semaine dans cette maternité. En un an, le nombre de naissances y a été divisé par 3, une chute de 50% dans la capitale. Mais c'est une autre image que préfère retenir la médecin-chef. Vous savez, quand je vois des femmes qui accouchent sous des bombardements, qui 2 heures après une césarienne sont capables de descendre dans un abri, je suis rassurée sur le fait que notre peuple est invincible. Cette guerre, elle va marquer des générations. Et on pense aussi évidemment à ces centaines de milliers de civils devenus soldats du jour au lendemain. Le gouvernement ukrainien refuse de communiquer sur les pertes militaires, mais des estimations avancent le chiffre de 100 000 morts ou blessés. Des blessés, vous allez le voir, traumatisés par la violence inouïe du front. Certains seront pourtant obligés d'y retourner face à une armée russe dont la capacité de mobilisation semble sans limite. Florence de Juvigny, Guillaume Aguerre et Fabrice Hamzel. Comment se relever?
La dernière image que Victor garde de la guerre date du 2 mars. Un missile droit sur lui. Pendant plusieurs mois, impossible de bouger, il ne peut que cligner des yeux. Tous les jours, il y a une nouvelle épreuve. Au début, chaque geste est insurmontable, puis ça devient juste terriblement difficile. Mais la guerre est de retour à chaque bruit. Soigner les esprits, voici la mission de cet autre centre. Le lieu restera secret. Accueillir des militaires, c'est devenir une cible. Des hommes brisés, encore en treillis. La guerre, Roman la voit, l'entend toujours. Le groupe Wagner nous a bombardés toute la nuit, à partir de 21h. À 3h du matin, quand le missile est tombé, c'était un cauchemar. Depuis, je suis très nerveux, je tremble, je redoute tout le temps que quelque chose d'horrible arrive. Ici, on propose de la psychothérapie, de l'acupuncture, du repos. Il y a énormément de commotion cérébrale parce que la Russie utilise beaucoup d'artillerie. Ça va devenir un gros problème pour l'Ukraine parce que ces blessures ont des conséquences sur la santé mentale. On travaille aussi avec d'anciens prisonniers torturés. C'est très dur, ça prend du temps, mais on a la certitude qu'ils peuvent être traités. Objectif assumé, que ces patients repartent au front. C'est le cas d'1 sur 2. Dans quel état ? Ici, on tente de chasser les cauchemars, de retrouver le sommeil. Lui était danseur à Kherson et partait en tournée dans le monde entier. Il a combattu 2 semaines, assez pour voir des amis mourir, ne plus dormir que 2 heures par nuit. Ce que j'imaginais de cette guerre n'a rien à voir avec ce que j'ai vu. Sur la ligne de front, il n'y a plus que la peur. C'est terrifiant. Y retourner, leur hantise, à tous. Mais pour lui, pas le choix. Il repartira combattre encore et encore, comme dit-il, Terminator, jusqu'à ce que sa famille vive en paix. Si vous ne prenez pas le temps de guérir, vous devenez comme un animal, apeuré. Avec le temps, ça va de mieux en mieux, mais il y aura toujours une fêlure dans notre tête et dans notre corps. Depuis le début de la guerre, un Ukrainien sur 3 aurait besoin d'une aide psychologique. Avec sa veste couleur camouflage, ce n'est pas dans un bunker que Sergueï nous emmène ce matin, mais dans son fournil, où cuisent chaque jour des centaines de pains au nom particulier. C'est le pain de la victoire. En un an, il en a fabriqué 650 000, distribués jusque sur la ligne de front, là où il n'y a plus de boulanger ou plus d'argent. Sergueï, vous êtes une sorte de soldat finalement. Vous aussi, vous faites la guerre à votre manière. Je suis allé m'inscrire au commissariat militaire. Je leur ai dit que je voulais défendre mon pays. Mais ils m'ont dit que j'étais trop vieux pour me battre, que je n'avais aucune expérience militaire. Avec ma famille, on a décidé de rester en Ukraine pour être utile. L'armée de Sergueï, ce sont ces volontaires qui passent ici tous les matins. Depuis un an, c'est en fait tout un pays qui est en ordre de bataille. Et parmi les héros de cette guerre, il y a les cheminots. Ici, on dit souvent qu'après les chars, ce sont les trains qui entrent dans les villes libérées, avec évidemment tous les risques que cela comporte. Regardez ce reportage tourné par François-Xavier Ménage, Guillaume Vuitton et Frédéric Petit. La zone traversée par ce train autour de Kherson, dans le sud du pays, est bombardée quotidiennement. Le machiniste inspecte une dernière fois la locomotive, ainsi que son moteur thermique. Le trajet doit nous amener jusqu'à Kiev. Aux commandes, Oleg. Depuis le début de la guerre, il sillonne tout le pays dans un train conçu à l'origine par les ennemis d'aujourd'hui, les Russes. Il a été construit en 1987 pendant l'Union soviétique, mais ça fonctionne encore très bien quand on sait le prendre en main. Ce territoire était occupé 3 mois plus tôt par les Russes. Ici, une usine éventrée, puis un char calciné, enfin les vestiges d'un train attaqué par Moscou. Les sols sont encore parfois minés. Ces 2 remorques servent d'éclaireuses pour la sécurité du train. S'il y a n'importe quel danger sur les rails, si une mine explose, ça nous laisse un peu de temps de réagir. Ici, tous les 10 km, un agent au sol pour assurer la sécurité des rails.
Une fois arrivé à Kiev, la gare centrale quasiment plongée dans le noir, l'électricité étant un bien rare dans la capitale. Ce qui n'empêche pas des dizaines de trains de circuler tous les jours. Sur le quai numéro 10, plein à craquer, nous allons faire le chemin inverse, jusqu'à Kherson. Avec des lampes de poche, plusieurs agents contrôlent l'état des rails et d'éventuels sabotages. Le trajet va durer 11 heures. À l'intérieur, plusieurs soldats s'apprêtent grâce au train à rejoindre le front. Je pense que les employés des chemins de fer sont des héros comme les militaires, parce que leur mission est tout aussi cruciale. Depuis le premier jour de la guerre, les 230 000 employés du réseau ferré ukrainien n'ont cessé de travailler. L'entreprise était au bord de la faillite. Elle est aujourd'hui un acteur de la résistance. Les fenêtres sont recouvertes de scotch. Comme ça, quand il y a un bombardement suivi d'un effet de souffle, le scotch permet de retenir des éclats pour ne pas atteindre les passagers. Kherson n'est plus qu'à quelques kilomètres. Ici, les anciennes positions russes. Les bombardements, quand nous arrivons, sont incessants. Pour les passagers, un couloir de protection est assuré par d'anciens wagons. On a tous en mémoire le bombardement de la gare de Kramatorsk. 61 personnes sont mortes. Alors ici, si un missile tombe, et à Kherson, on a au moins un bombardement par jour. Ces vieux trains cargo peuvent faire barrage aux éclats d'obus. Direction maintenant le sous-sol de la gare, où un abri anti-bombardement est aménagé. Pour superviser le chantier, le patron des chemins de fer ukrainiens. Depuis un an, beaucoup de ses salariés sont partis sur le front. On a payé un lourd tribut. 307 cheminots sont morts et 705 salariés blessés. Alors oui, on tient beaucoup à la sécurité de tous et à ces abris anti-bombardement. Les risques s'invitent jusque dans le hall de la gare avant le départ du seul train pour Kiev. En matière de sécurité, le dispositif est renforcé à Kherson. Vous allez le voir, avec des passagers du train pour Kiev, dont les passeports sont épluchés minutieusement pendant plusieurs minutes. Des photos sont prises. Les autorités disent qu'il y a parmi les passagers parfois des pro-russes qui doivent être surveillés. Mais il y a aussi des risques d'autres personnes qui se sont échappées des prisons ces derniers mois et qui sont activement recherchées. Parcourir ce pays, c'est aussi se rappeler combien cette guerre est une guerre d'artillerie, de bombardement et de destruction. Une guerre d'un autre siècle, triste descendante de Verdun et de son déluge de feu. Les Russes étaient là. Moi, j'habitais au 5e étage. Je les voyais de chez moi. J'en ai même vu un qui a tiré sur l'un des siens. L'un des siens. Ici, à Irpin ou à Borodianka, le silence est revenu. L'artiste Banksy a même ramené une certaine humanité sur ces murs dévastés. Mais plus à l'est, sur la ligne de front, ce sont des dizaines de villes qui n'ont connu aucun répit depuis un an. Et pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, elles n'ont jamais été désertées. Une vie entre deux mondes. Michel Scott, Paul Bouffard et Antoine Pocry. Quand on traverse ces zones en guerre, on se dit que plus personne ne peut vivre ici. Et pourtant, après des mois de bombardement, des gens continuent de loger dans ces appartements. Peut-être pas dans celui-ci, bien sûr. Mais ce voisin nous explique qu'on a remis l'eau courante dans les canalisations de l'immeuble, un vrai confort. D'ailleurs, Alexander et Svietlana s'entassent dans ce 2 pièces avec leur famille. Une location, car leur vraie maison est au bout de la rue. La voici, ou plutôt ce qu'il en reste. Oui, mais c'est ma maison. Et plus on approche du front, plus les contrastes sont saisissants. Quand par exemple surgissent au détour d'une route les hélicoptères de combat qui mettront moins de 2 minutes pour aller jusqu'à la ligne russe tirer leurs roquettes. Rien qui ne trouble ces soldats qui se mêlent aux civils pour une pause café avant de repartir dans la tranchée. Il est comment? Il est chaud et il est bon. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, j'y retourne. Ah, effectivement, les bombardements sont assez près. Et pourtant, il y a toujours des gens qui vivent par ici. Vous habitez par là?
Oui, juste là. Et vous restez. Mais c'est dangereux. Et alors? Moi, je fais un peu de vélo, mais seulement quand il fait beau. Tout le monde n'est pas aussi serein. Devant cette supérette de la bourgade de Tchassiviar, par exemple. Pourquoi vous fermez? Il n'y a plus rien à vendre. Du coup, ses clients ne veulent pas s'attarder, car les obus n'arrêtent pas de tomber. 10 kilomètres plus loin, la ville de Barmout est carrément encerclée par les Russes. Mais là aussi, la vie s'organise. Derrière ces murs, on accueille tous ceux qui veulent se réchauffer, s'informer. Il y a de quoi brancher son téléphone. On a Internet. Les gens peuvent communiquer avec leurs proches. Et ici, on fait la popote. Comme un rayon de soleil au milieu du chaos, ces volontaires ont même sauvé ce violon des décombres, en espérant trouver le musicien qui saura en jouer. Une question nous obsède. Pourquoi? Pourquoi deux peuples censés être frères en arrivent-ils à s'entretuer? La réponse nous mène à cette petite fille. En 1932, Staline a volontairement provoqué une famine en Ukraine. Entre 5 et 7 millions de victimes. Un génocide pour les Ukrainiens. Ils l'ont appelé Holodomor, l'extermination par la faim. Roman Podkour, pourquoi à l'époque Staline a voulu punir les Ukrainiens? L'Ukraine a toujours été une province qui s'est rebellée contre le régime bolchevique et la collectivisation. Les brigades envoyées par Moscou ont battu et torturé les paysans pour qu'ils leur disent où ils avaient caché leurs réserves de nourriture. Ils ont tout confisqué, c'était du pillage. La faim a parfois rendu fous certains habitants. Il y a eu des cas de cannibalisme. Des parents qui tuaient un de leurs enfants pour sauver les autres. Cette famine a été cachée pendant toute la période soviétique. La diaspora ukrainienne en a parlé à l'étranger, mais on ne l'a pas cru. Beaucoup d'Ukrainiens font aujourd'hui le lien entre l'Holodomor et cette guerre déclenchée par la Russie. Est-ce que Poutine cherche aussi aujourd'hui à punir les Ukrainiens à nouveau? Le pire pour Poutine, ça a été de réaliser qu'en choisissant de se tourner vers l'Europe, l'Ukraine a montré qu'il était possible de vivre bien mieux qu'en Russie. Et ça, c'est une menace pour le pouvoir russe et c'est là qu'il a voulu nous détruire. Les prisonniers russes ont été étonnés de découvrir nos routes en asphalte dans nos villages, notre mode de vie, nos appartements équipés de salles de bain, nos maisons si solides. Ils étaient surpris par notre niveau de vie. On dit souvent que les Ukrainiens et les Russes sont deux peuples frères. Est-ce que c'est vrai finalement? Non. Et peut-être que c'est mieux qu'on ne le soit pas. Au XVIIe siècle, nous appartenions à un grand État européen avec la Pologne. L'Ukraine a déjà fait partie de l'Europe par le passé. On ne peut pas être des frères quand l'État russe a toujours essayé de détruire la moindre expression de l'identité ukrainienne, de la culture ukrainienne, de notre langue. Avant de repartir, nous avons rendez-vous à la bibliothèque d'Irpin avec sa directrice Olena. Une bibliothèque où l'on trouve des auteurs français. Les livres russes ont en revanche tous disparu des rayons, relégués dans cette réserve. Les bibliothèques ont décidé de boycotter les livres russes et de les retirer. On nous a demandé de ne pas exposer la littérature de notre ennemi, car en ce moment, ce serait inhumain d'en faire la promotion. Les livres russes représentaient pourtant la moitié des ouvrages dans ce pays où les deux langues coexistaient au quotidien. On a grandi avec les contes de Pouchkine. J'avais ces livres chez moi dans ma bibliothèque avant. On n'a rien jeté, on ne les a pas brûlés, on ne les a pas mitraillés, contrairement à ce que les Russes ont fait avec nos livres. Et ceux qui les demandent peuvent toujours les emprunter. Dans la pièce voisine, une vingtaine de déplacés du Donbass. Eux parlaient russe, mais aujourd'hui ils redécouvrent la langue ukrainienne et prennent des cours chaque samedi. J'ai failli mourir 2 fois lors de cette guerre.
L'année dernière à Donetsk, j'ai passé 2 semaines terrée dans un parking. Alors pour moi, il n'y a plus de discussion. J'ai choisi la culture ukrainienne. Avec ma fille maintenant, on parle ukrainien, même si avant, on a toujours parlé russe. Avec cette guerre, le Kremlin a, sans le vouloir, réveillé l'identité ukrainienne. Sur cette place du centre-ville de Kiev, les autorités ont décidé de rassembler ces carcasses de chars russes et c'est un site qui accueille aujourd'hui des dizaines de visiteurs chaque jour. Sans doute pour se confronter à la réalité de ce conflit, mais aussi, et beaucoup nous l'ont dit, à son absurdité. J'espère que cette page spéciale vous aura permis de comprendre le prix terrible payé par la population ukrainienne depuis un an, mais aussi cette force qui lui permet d'être toujours debout. Merci infiniment de nous avoir suivis et à vendredi prochain.